Donc je vous propose de débuter cette keynote sur une thématique, sur la poursuite de carrière des docteurs. Effectivement, cet axe 2, débouchés, mobilité et reconnaissance des compétences des docteurs, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler et d'en faire une comparaison, en fait, puisqu'on a beaucoup de données sur les poursuites de carrière des docteurs en France, mais beaucoup moins à l'international. Et il nous semblait intéressant de faire une comparaison avec le Canada. D'une part parce que c'est un pays qu'on commence à connaître assez bien au sein d'Adoc Talent Management, puisqu'on intervient au Canada pour des formations, des études, et moi-même je suis doctorante donc à l'université de Sherbrooke qui est au Québec, et je travaille sur les parcours professionnels des cadres et hauts potentiels, et notamment sur les ruptures intentionnelles des carrières, mais j'y viendrai durant la présentation. Il faut savoir aussi qu'au Canada, on retrouve énormément de Français dans les cohortes de doctorants et de post-doctorants. Donc, d'où la comparaison aussi sur les poursuites de carrière. Alors, et ben voilà. Avant de commencer cette comparaison, il était important de signaler des distinctions donc entre ces deux pays, notamment sur la notion de doctorat et le statut du doctorant. En France, le doctorat est considéré comme une expérience professionnelle de recherche depuis l'arrêté du 6 août 2006. Il faut savoir qu'au Canada, le doctorant est considéré comme un étudiant, donc qui n'a pas de revenus ou de bourse de doctorat, excepté si il a des charges de cours ou d'autres activités professionnelles en dehors. Une autre différence, c'est le statut du postdoc. En France, la notion de postdoctorat est assez floue. On sait qu'il s'agit de CDD, souvent de recherche dans des organismes de recherche, mais juridiquement, ce n'est pas quelque chose qui est encadré strictement. Au Canada, par contre, cette notion est encadrée assez précisément dans la mesure où il s'agit des jeunes chercheurs qui ont terminé leur thèse, et le postdoctorat va jusqu'à la 5e année suite à la soutenance. Donc on a vraiment un dispositif là qui est assez encadré. Ce dispositif-là donc, considère les postdoctorants comme des stagiaires. Mais c'est une notion qui est en voie d'évolution, et justement le Canada regarde un petit peu ce qu'on fait du côté français à ce niveau-là. Autre distinction, certains points dans le contexte. Donc, en France, on note plutôt une baisse du nombre d'inscriptions au doctorat. Par contre, au Canada, on note une hausse du nombre d'inscrits au doctorat. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les cohortes d'inscrits au doctorat au Canada, on retrouve beaucoup de Français. Au niveau du nombre de postes académiques, en France, on a une baisse du nombre de postes académiques qui sont ouverts. Au Canada, le nombre de postes ne baisse pas, mais stagne. Mais sachant que le nombre de docteurs augmente, on a mécaniquement aussi une baisse du nombre de postes disponibles. Côté entreprise, il y a une augmentation du nombre de chercheurs qui vont être affectés à des fonctions de R&D. En tout cas, il y a une augmentation de l'intérêt pour les docteurs en R&D. Et donc en France, on estime qu'environ 40% des docteurs occuperont un poste dans le secteur académique. Pour le Canada, on est plutôt aux alentours de 30%. Alors, quelques données sur les poursuites de carrière des docteurs. Donc, côté français, je vais m'appuyer sur les enquêtes emploi qui ont été réalisées par le cabinet Adoc Talent Management avec diverses universités partenaires. Donc, ce sont des enquêtes qui ont été réalisées en 2013, 2014 et 2015 auprès des docteurs, des jeunes docteurs franciliens. L'idée étant qu'à chaque année, on recontacte ces docteurs pour connaître leur situation. Et depuis 2013, on effectue une étude longitudinale. Donc, on arrive à avoir des données sur leur poursuite de carrière à 1, à 2 et à 3 ans. Alors, à 1 an, voici la situation pour les docteurs français. 1 an après leur soutenance, on a un taux d'emploi qui est de 79%. Dont 1% de créateurs d'entreprises.
on remarque qu'on a énormément de docteurs qui occupent des postes donc dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche publique, et beaucoup moins donc, en R&D dans des entreprises privées et dans d'autres types de structures. Donc effectivement, là, on a l'effet post-doctorat, c'est-à-dire que à 1 an après la soutenance, on a énormément de docteurs qui vont occuper un post-doctorat dans des structures d'enseignement supérieur et de recherche publique, ce qui fait gonfler effectivement le nombre. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de docteurs aussi qui sont en emploi à l'international, 42%, et ça c'est une tendance qui est à la hausse, constante depuis 2013. Au niveau des mobilités, justement, à l'international, on s'aperçoit que les docteurs français et franciliens privilégient beaucoup l'Europe et l'Amérique du Nord. À 3 ans, on s'aperçoit que le taux d'emploi est meilleur, est de 91%, et les docteurs qui sont en recherche d'emploi sont en recherche de leur 2e emploi. De manière majoritaire. C'est-à-dire que là encore, on a l'effet post-doctorat, c'est-à-dire qu'après une première expérience en post-doctorat, on est en recherche d'une seconde expérience, soit sur un autre post-doctorat, soit sur un poste qui va être beaucoup plus pérenne. On note aussi une part infime, une part quand même de docteurs qui ont fait le choix de faire une reprise d'études pour se perfectionner soit sur de nouvelles compétences ou sur un autre domaine d'expertise. Au niveau du type d'emploi et notamment du fait que les docteurs occupent un emploi en contrat à durée déterminée ou indéterminée, donc on s'aperçoit que les docteurs qui occupent des postes à durée indéterminée sont beaucoup plus favorablement dans le secteur privé. Effectivement, là encore, on ressent l'effet post-doctorat, donc les CDD dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Dans un second temps de cette présentation, je viendrai sur les déterminants des choix professionnels des docteurs d'aller dans le secteur privé, et on se rend compte que justement cet effet CDI et notamment recherche d'une stabilité de l'emploi est très très importante et constitue l'un des déterminants principaux. Au niveau de la répartition sur les grands secteurs, les grands types de structures, on s'aperçoit là encore qu'il y a eu un changement qui est aussi dû à l'effet post-doctorat, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de docteurs à 3 ans après leur soutenance dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche académique qu'à 1 an, et on a beaucoup plus de docteurs dans le secteur privé. Donc là encore, on voit qu'il y a un basculement, donc soit par une recherche de stabilité, soit par d'autres déterminants que je vais vous présenter dans un second temps dans cette keynote. Concernant la mobilité des docteurs à 3 ans, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus recentrée sur l'Europe, et donc en Amérique du Nord, on a plus de 9% de docteurs à 3 ans après leur soutenance. Côté Canada, donc là je vais m'appuyer sur des données qui viennent de Desjardins et King. À 2 ans, donc après leur soutenance, donc les docteurs donc sur l'ensemble du territoire canadien donc sont en emploi à 85%. Là, on a un taux d'emploi qui est un peu plus élevé, et on a beaucoup plus de travailleurs autonomes. Concernant la répartition dans les différents types de structures, on a également un fort taux donc des docteurs donc dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, on a un taux qui va être beaucoup moins élevé donc dans les entreprises. Et dans les entreprises et autres structures, les docteurs vont se dispatcher donc, dans les services de santé, assistance sociale, administration publique, fabrication, et les 7% restants sont saupoudrés dans différents types de secteurs d'activité.
Concernant l'évolution des projets professionnels, en tout cas au moment de leur soutenance, qu'ils soient sur le territoire canadien, sur le territoire français, les doctorants, lorsqu'ils ont un projet professionnel, il est majoritairement en direction de la recherche académique. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que plus les doctorants auront un projet professionnel élaboré, voire un premier projet professionnel et un second projet professionnel en cas de difficulté, plus on aura des docteurs qui vont être satisfaits dans leur emploi. On s'aperçoit aussi, lorsqu'on fait des études longitudinales, que les projets professionnels en fait, vont évoluer. Alors, c'est notamment ce qui explique ce graphique que je vais vous aider à décrypter. Alors, en abscisse, en fait, on a les projets professionnels, donc hors recherche et en recherche R&D. Dans les ordonnées, on a le type de secteur, donc privé et secteur public. Les carrés, en fait, représentent le positionnement des projets professionnels au moment de la soutenance. Les disques, la situation professionnelle à 1 an. Et les triangles inversés, la situation professionnelle à 3 ans. Donc là, il s'agit en fait d'un schéma qui retrace les évolutions donc, des projets professionnels durant les 3 ans, donc par rapport à l'enquête longitudinale des enquêtes emploi 2013, 2014, 2015, donc réalisées en France. On s'aperçoit finalement que donc déjà un projet professionnel, ça évolue, une situation professionnelle, ça évolue à la fois dans le secteur d'activité, dans le type d'activité, dans le métier aussi. Et finalement, c'est pas parce qu'on a eu un projet professionnel à un moment donné, au moment de sa soutenance, qu'on va forcément être dans une position professionnelle qui correspondra totalement. Effectivement, quand on va parler de carrière et de poursuite de carrière des docteurs, il faut parler de carrière au pluriel. Parce que, comme il a été dit ce matin, notamment par Laudeline Auriol, et à plusieurs reprises, aujourd'hui, les carrières ne sont plus linéaires. Les carrières prennent différentes formes, se font à différents moments, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus dans une structure et on fait une carrière, on va dire, pendant 40 ans. Il y a des périodes où on va être en formation, des périodes où on va être en recherche d'emploi, des périodes où on va changer de structure. Donc les carrières prennent différentes formes. Si on regarde par rapport au positionnement des docteurs donc dans le panel des domaines et métiers qui existent aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on retrouve des docteurs sur l'ensemble de ces métiers et de ces secteurs d'activité. Ici, la représentation que je vous montre, c'est un arbre donc des positionnements des docteurs qui a été fait à l'occasion de l'enquête Career. C'est une enquête qui a été menée par le cabinet Ad Hoc Talent Management où on a interrogé une cohorte de docteurs pour connaître leur situation professionnelle et les compétences qu'ils avaient développées à un moment donné de leur carrière. Et on s'aperçoit finalement que l'ensemble du tissu socio-économique comprend des docteurs. En fait, on retrouve des docteurs partout, pas forcément sur des postes de recherche, mais sur tout type de poste et tout type de métier. Alors, quand justement on parle de docteurs sur des postes qui sont hors recherche, souvent on va utiliser des mots comme carrière atypique, comme par exemple carrière qui ne va pas être forcément naturelle pour un docteur. Au Canada, on utilise la notion de carrière alternative, par exemple, pour dire que finalement on a changé d'orientation, puisque l'orientation qui est, on va dire, considérée comme étant l'orientation d'un docteur, c'est de la recherche dans le secteur académique. Au Canada, donc il y a une enquête qui a été faite et notamment sur les titulaires d'un doctorat en Ontario.
Et on leur a demandé finalement, donc ces docteurs qui ont choisi de faire une carrière alternative, pourquoi ils ont choisi cette carrière alternative-là. Donc on a comme motif donc la conviction que dans le secteur privé hors recherche, on va gagner plus d'argent, avoir plus de débouchés, une préférence pour le travail clinique ou pratique, et puis un rejet aussi de l'enseignement, mais un intérêt pour la recherche. En France, on a mené donc 2 enquêtes au sein du cabinet Adoc Talent Management cette année en 2015, justement pour connaître pour mieux connaître finalement les déterminants et mieux comprendre les formes de carrière justement de ces personnes, de ces docteurs qui ont choisi de ne pas s'orienter vers la recherche académique et qui ont choisi soit d'aller dans le privé, soit qui ont, suite à une expérience dans la recherche, décidé de changer d'activité. Donc on a mené 2 recherches en parallèle, donc 2 études plutôt qualitatives, puisque l'idée était de mieux comprendre le phénomène et pas forcément de le chiffrer dans un premier temps. La première enquête avait comme objectif d'identifier les déterminants pour effectuer donc, les déterminants donc des poursuites de carrière dans le secteur privé. Puisque c'est vrai que dans la littérature et même dans les discours des docteurs, le choix du secteur privé est souvent considéré comme un choix par défaut. Donc l'idée de cette enquête, c'était aussi de voir si c'est vraiment un choix par défaut ou si il y a vraiment des raisons et si elles existent, quelles sont-elles ? La seconde enquête, donc une étude qualitative aussi, visait à mieux comprendre le choix de certains docteurs qui ont débuté une carrière dans la recherche et qui ont choisi, au bout d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle, d'y mettre fin, c'est-à-dire de changer de métier et de secteur d'activité. Donc quitter la recherche en tant que métier, quitter la recherche en tant que secteur d'activité. Donc là encore, on a interrogé 10 personnes donc, dans le cadre d'une enquête qualitative. Donc les principaux, donc je vous ai mis quelques profils types. Donc par exemple pour la première enquête sur les déterminants de carrière dans le secteur privé, voici 3 profils. Le premier, c'est une personne qui avait une thèse en biologie et finalement qui occupe un premier poste en audit et contrôle comptable et financier, et puis qui va poursuivre finalement sa carrière dans ce domaine de l'audit, contrôle et financier, mais en changeant de secteur d'activité. Donc le premier était dans le secteur du soutien aux entreprises et le second était dans l'industrie pharmaceutique. Un deuxième exemple, une personne qui a une thèse en neurosciences, qui a occupé un premier poste en recherche dans le cadre d'une structure dont le secteur d'activité principal était la R&D scientifique. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui a évolué dans cette dynamique justement de carrière dans le privé, mais toujours sur des métiers de la recherche. Donc qui a évolué vers du management de la recherche et puis de la direction d'entreprise aussi. Ensuite, on a une troisième personne qui a une thèse en sociologie et puis finalement qui s'est dirigée vers les métiers de la communication. Et là encore, comme pour le premier exemple, c'est quelqu'un qui est resté sur les métiers de la communication mais en changeant de secteur d'activité. Une illustration aussi de l'échantillon, d'une partie de l'échantillon de la seconde enquête. Donc on a une personne par exemple qui a une thèse en oncologie, qui a effectué donc une dizaine d'années dans la recherche, dans le secteur privé biomédical, et c'est quelqu'un qui a choisi ensuite de se former en informatique et qui a poursuivi sa carrière dans le conseil en informatique. En fait, là, on voit qu'il y a une rupture et une deuxième carrière dans l'informatique qui s'est créée. Une seconde personne, donc une thèse en biologie cellulaire, une personne qui fait de la recherche également durant une dizaine d'années dans 2 secteurs d'activité qui vont être différents et qui ensuite change de métier et de secteur d'activité, donc qui va faire du conseil en ressources humaines pour des entreprises du milieu scientifique. Enfin, une dernière personne, donc titulaire d'une thèse en histoire, qui occupe différents postes en recherche-enseignement, et puis qui va évoluer vers des missions, un métier dans le domaine de la documentation, et ensuite dans le conseil en management. Donc là, on voit qu'il y a même 2 changements.
qu'est-ce qu'on tire donc, comme enseignement de ces deux études? Déjà, on s'aperçoit que parmi l'ensemble des personnes qui ont été interrogées, la grande majorité a choisi de s'orienter vers un doctorat dans le souci de préparer une carrière académique. Donc le projet professionnel, lorsqu'il était présent, c'était principalement pour se diriger vers la carrière académique. Ensuite, donc pour la première étude, les principaux déterminants de la poursuite de carrière dans le secteur privé, donc c'est principalement le secteur privé comme une évidence, c'est-à-dire qu'on a une majorité des personnes qui ont été interrogées qui, en commençant leur thèse, avaient l'objectif de faire une carrière académique et qui, au fur et à mesure de leur thèse, se sont aperçus que la carrière académique ne correspondait pas forcément à la représentation qu'ils en avaient et qui se sont ouverts vers d'autres types d'activités et d'autres secteurs, et notamment donc, le secteur privé et de la R&D privée. On a aussi une partie qui justifie son choix d'aller dans le privé plutôt par rejet de la recherche académique. Donc là, on est vraiment, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que la recherche académique, non seulement ça ne correspondait pas à la représentation qu'ils s'en faisaient, mais ils se sont aperçus que c'était quelque chose qui n'était même pas compatible du tout avec leurs objectifs de carrière. Et enfin, on a quand même des déterminants qui sont liés à la recherche d'une stabilité professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a une partie des docteurs interrogés qui ont cherché finalement à une stabilité, qui n'ont pas voulu faire le parcours des différents post-doctorats pour atteindre cette stabilité et qui ont préféré l'avoir beaucoup plus tôt dans leur carrière. Concernant la seconde étude, donc sur les déterminants des ruptures intentionnelles de carrière, on a distingué deux types de déterminants. Donc les déterminants pour quitter la carrière de recherche et les déterminants du choix d'une nouvelle carrière. Donc pour quitter une carrière de recherche, effectivement, pour certains, leur carrière de recherche a été constituée de contrats à durée déterminée, que ce soit post-doctorat, contrat de recherche, mission. Et au bout d'un moment, ça a constitué une difficulté pour eux, et justement le fait de se réorienter, c'était aussi dans l'objectif de trouver une situation professionnelle qui sera beaucoup plus stable. Également, en déterminant pour quitter la recherche, on a le même type de déterminant que précédemment, c'est-à-dire que on s'aperçoit au bout de plusieurs années que la recherche finalement et les évolutions qu'elle prend ne correspondent plus du tout à l'idée qu'on s'en faisait ou les objectifs de carrière qu'on a. Concernant les déterminants du choix d'une nouvelle carrière, donc comment on fait pour définir un nouveau projet professionnel quand on a passé 10 ans dans la recherche et qu'on ne connaît que ça finalement, puisqu'on a fait un doctorat et plusieurs expériences en recherche? Eh bien, on a deux types de stratégies. Pour les personnes qui ont finalement eu qui ont cherché une stabilité professionnelle, ils ont utilisé la stratégie suivante, c'est-à-dire qu'ils se sont interrogés sur les compétences qu'ils avaient en dehors de la recherche. Donc, quelles sont mes compétences transversales finalement? Et puis, quel est l'état du marché aussi, puisque finalement, ils prennent en considération les éléments qui étaient problématiques dans la première situation professionnelle pour redéfinir leur projet. Donc, compétences transversales, analyse du marché et identification finalement d'une voie qui correspond à ces deux critères. Enfin, pour les docteurs qui ont finalement rejeté la recherche parce que ça ne correspondait plus à leurs attentes, on s'aperçoit qu'ils ont créé un projet professionnel qui est complètement en opposition avec leur projet professionnel précédent. C'est-à-dire que dans leur nouveau projet professionnel, on trouve des choses qui vont être complètement à l'opposé en termes de type d'activité, en termes de secteur d'activité, en termes de stabilité professionnelle. Voilà, c'est souvent des gens qui vont aller vers des activités beaucoup plus manuelles, où il y a beaucoup moins de projets, de rédaction, de demandes de subventions, etc., etc. Pour finir,
des résultats aussi un peu plus généraux, on s'aperçoit que lorsqu'on a quitté la carrière académique, ou en tout cas lorsqu'on ne s'est pas orienté vers une carrière académique, il est très difficile de revenir donc à une carrière académique. Notamment parce que les standards de recrutement ne sont pas les mêmes dans le privé et dans le public. L'académique va beaucoup plus valoriser les publications, le privé va beaucoup plus valoriser des compétences transversales, notamment sur la gestion de projet, de la valorisation de la recherche. Et il va être très difficile de revendre, on va dire, ces compétences-là dans le secteur académique. Et puis, on s'aperçoit aussi que les docteurs qui occupent un poste dans le privé sont très contents d'occuper ce poste-là dans le privé. Et découvrent aussi, à l'occasion de cette expérience professionnelle, plein d'autres métiers, plein d'autres types de missions dont ils ne soupçonnaient pas finalement l'existence. Et c'est pour ça qu'on voit dans les exemples que je vous ai montrés, des gens qui vont s'orienter vers d'autres types de services ou d'activités, par exemple, qui vont passer de la R&D à de la production, à de l'audit, par exemple. Voilà, c'est cette expérience professionnelle dans le privé qui leur a permis de connaître finalement les autres débouchés professionnels possibles pour eux. On s'aperçoit aussi que les personnes qui ont quitté le monde de la recherche valorisent beaucoup plus leurs compétences transversales et beaucoup moins leur expertise scientifique. Mais ça, c'est assez logique dans la mesure où finalement, ils vont plus du tout, beaucoup moins faire appel à leur expertise scientifique, mais plus aux compétences transversales. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que finalement, un docteur, lorsque il n'est plus chercheur, il reste quand même chercheur. En tout cas, il garde une identité de chercheur. C'est-à-dire que parmi, on va dire, l'énorme majorité des personnes qu'on a interrogées, finalement, on nous dit souvent oui, d'accord, je ne fais plus de recherche, je suis sur un poste où finalement un doctorat n'était pas forcément nécessaire, mais je considère mon poste d'une autre manière. J'apporte des compétences de recherche à mon poste, finalement, je crée une plus-value à ma situation, par exemple en utilisant des outils de veille, par exemple en étant dans l'investigation, dans la veille perpétuelle, par exemple en ayant une bonne connaissance aussi du domaine scientifique et justement en ayant cette espèce de bagage qui va permettre d'avoir une meilleure crédibilité. Je pense notamment aux personnes qui faisaient du conseil auprès de structures scientifiques. Voilà. Donc, voilà, la conclusion finalement de cette keynote, c'est que quelle que soit la poursuite de carrière qu'on va faire, que ce soit dans la recherche ou hors recherche, finalement, un docteur reste toujours quelque part un chercheur, même si ce n'est pas dans son activité, c'est au moins dans son identité. Voilà, je vous remercie.